20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, journée mondiale des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la mer, les acteurs n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Selon eux, le secteur vit ses pires moments, les ressources sont de plus en plus rares. Ils dénoncent une mauvaise gouvernance du secteur. Plus de 2900 km de routes construites de 2012 à nos jours, annonce du ministre des Transports terrestres et du désenclavement devant le Parlement. Le budget du département s'élève à plus de 561 milliards de nos francs. Eux n'en peuvent plus de l'insécurité. Les habitants de la zone de captage, les agressions et vols à l'arraché rythment la vie de leur cité. Reportage à suivre. Et puis en sport, 0 but partout entre les Lions et les Éperviers du Togo. Le Sénégal, tenu en échec, mais reste leader du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était mieux avant. Les acteurs de la pêche n'ont plus le cœur à l'ouvrage car les difficultés sont légion. Multiples doléances exposées aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la mer. Cher Diop. Ousseynou Diop, son nom. Il s'active dans le secteur de la pêche depuis 1989. Beaucoup de ses collègues ont péri en mer. L'émigration clandestine est passée par là. Les pêcheurs parlent d'un novembre noir et un manque d'espoir grandissant. Je pense que tant qu'on n'a pas réglé certains problèmes dans ce pays, l'immigration irrégulière ne va pas s'arrêter. La vie est tellement difficile et les jeunes n'ont pas de travail. On ne s'en sort pas vraiment. Le gouvernement doit écouter la jeunesse et essayer de trouver des solutions à ce problème. Ces pêcheurs sont confrontés à plusieurs difficultés avec une mer dépourvue de poissons comme la sardinelle. La sardinelle est tellement rare en cette période, on peut parcourir des kilomètres sans voir cette espèce et on gère difficilement nos dépenses quotidiennes. La pollution de la mer est une réalité ici à Yoff, d'où l'appel de ces pêcheurs. Ce n'est pas normal, des eaux usées versées ici et des ordures. Ce n'est pas bien et cela doit s'arrêter. Nous devons préserver l'environnement. En cette journée mondiale des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la pêche, les acteurs exigent une meilleure condition de la part de l'État pour booster ce secteur d'activité. La coalition nationale pour une pêche durable, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle ont profité de cette journée pour déposer un mémorandum sur la table du ministère de tutelle. La coalition a évoqué entre autres la problématique des licences de pêche, mais aussi le drame de l'immigration meurtrière qui touche, vous le savez, le secteur de la pêche. Écoutons Ndiaga Sissé, leur président, avec notre équipe à Rufisque. Les professionnels de la pêche du Sénégal célèbrent la journée mondiale de la pêche. Dans un contexte particulier marqué par une crise biologique, caractérisée par une rareté des ressources, des conflits entre acteurs, une insuffisance de dialogue constructif entre les différentes parties prenantes du secteur. À cela s'ajoute la problématique de la participation massive des communautés de pêche au phénomène de l'immigration irrégulière aux conséquences désastreuses aux plans humains, matériels et économiques. Pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle ont décidé de célébrer la journée mondiale dans l'unité et dans la cohésion et ont mis en place une coalition nationale pour une pêche durable, dont la vision est une pêche durable gérée de manière... Et les mareyeurs du Sénégal n'ont pas le cœur à la fête. Beaucoup de pêcheurs candidats à l'émigration clandestine ont péri en mer. Le regroupement appelle à l'introspection sur les mots MAUX du secteur. Cette journée est symbolique pour tous les acteurs, mais dans le contexte actuel au Sénégal, on ne devrait pas la célébrer. Ça doit être un moment de recueillement à la mémoire des jeunes qui sont décédés en mer.
Beaucoup de localités ont perdu leurs fils. Kayar, Fass Boye et d'autres localités. Nous, pêcheurs et acteurs de la pêche, de concert avec le regroupement national des mareyeurs du Sénégal, on ne pense pas à la fête. Nous devons réfléchir sur les mauvaises conditions de travail des pêcheurs. Il n'y a plus de poissons en mer. Les pêcheurs sont obligés d'aller en Mauritanie, au Libéria, pour avoir du poisson. L'État du Sénégal doit réagir. Et à l'occasion de cette journée, Greenpeace décrète ce mois de novembre noir, une initiative commune avec l'ONG. Elle vise à diagnostiquer en profondeur les défis structurels du secteur et à proposer des solutions. Plus de détails avec Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne océan à Greenpeace avec Chérif Dia. Attend de cette journée que la demande des acteurs soit vraiment suivie des faits. On a été vraiment assez surpris et ébahis par le ton qui ont été utilisés par cette coalition pour une pêche durable pour décréter ce mois novembre noir. Pourquoi novembre noir? Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs et de familles de pêcheurs qui ont disparu en mer pour tenter de rejoindre les îles Canaries. Quelle en est la cause? La rareté des ressources. La pêche ne nourrit plus son homme. C'est pourquoi ils ont dit que nous allons célébrer ce 21 novembre, Journée mondiale de la pêche, et le décréter novembre noir, mais le célébrer en montrant à l'autorité qu'il faut prendre des mesures courageuses pour une régénération des ressources halieutiques sénégalaises. Demander à l'État du Sénégal de prendre des mesures de gestion durable qui permettent aux pêcheurs de pouvoir vivre décemment de leur métier et enrayer de ce fait la participation des acteurs, des professionnels de la pêche à l'immigration irrégulière. Cette journée dans un contexte où le poisson se fait rare à Saint-Louis notamment. Son prix est hors budget pour les gorgorlous. Les caissons de sardinelles se vendent actuellement à 30 000 francs CFA. Au pays du Tchéboudjen, ce n'est pas une bonne nouvelle. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. À l'heure de la descente, les femmes vendeuses de poissons sont toujours là et attendent toujours l'arrivée des clients. Ces braves dames du marché sort de Saint-Louis sont grandement affectées par la rareté et la cherté du poisson. Le poisson est devenu très rare. Parfois, les prix sont tellement chers que l'on n'arrive pas à avoir du poisson à vendre. Nous sommes là sans activité. Le produit reste maintenant entre les mains de ces braves dames, presque tous les jours. Et pourtant, auparavant, il se vendait très rapidement. Le produit est devenu rare. Il faut que l'État facilite les choses aux pêcheurs, surtout aux jeunes. Regardez la saleté autour de nous. C'est dans de très difficiles conditions que nous menons notre travail. Le poisson trouvé sur les étals est acheté à un prix très cher. Même la sardinelle est devenue inaccessible. Le caisson est acheté maintenant à 30 000 francs CFA. C'est difficile de s'en sortir. On a permis aux bateaux étrangers de s'accaparer de nos côtes. Ils ont tout vendu. Les pêcheurs ne sont plus libres. C'est pourquoi nous n'avons plus de poissons à vendre. Dans les différents marchés de la ville, le poisson se fait de plus en plus rare. L'économie locale est également impactée par la rareté du poisson. Merci Ousseynou. Et la bonne nouvelle du jour, c'est la belle entente entre pêcheurs de Kayar et ceux de Saint-Louis. Les conflits sont derrière nous, ont-ils promis devant les autorités. Anta Diop, c'est la tire. 5 tours d'horloge durant, les deux communautés de pêcheurs de Kayar et Saint-Louis se sont penchées sur les voies et moyens susceptibles de trouver des solutions aux conflits qui les opposaient. Tout est bien qui finit bien. Oui, effectivement, on peut le dire parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes là aujourd'hui sur l'invitation de nos parents de Kayar et sur instruction du maire du CLPA pour venir rencontrer la partie de Kayar. Abdoulaye Ndiaye, adjoint au maire de Saint-Louis, et Alundoy, maire de Kayar, se disent très satisfaits de l'initiative. C'est des rencontres comme ça qu'il faudrait multiplier, c'est de se dire la vérité chaque fois qu'il faut et essayer maintenant au quotidien de veiller à tout ce qui peut perturber la paix. Nous pensons qu'il est temps qu'on rencontre ces gens de Moro, qui sont des Saint-Louisiens, mais aussi qui sont d'autres ethnies, pour leur dire qu'avec l'appui de l'État, l'administration territoriale et tout, pour leur dire que vraiment,
Kayar n'a plus besoin de ça, Saint-Louis n'a plus besoin de ça. Arrêtez et respectez le code de la pêche pour que la paix puisse durer très longtemps. L'adjoint au sous-préfet de Kermousse, qui a présidé la rencontre, a salué la démarche. C'est la raison pour laquelle ces discours que j'ai entendus dans la salle, ces discours de vérité, et il faut oser le dire, toute activité doit avoir un règlement intérieur. Il faut organiser ça. Et ce règlement intérieur ne doit pas être transgressé, ça doit être respecté par tout le monde. En tant qu'autorité, on était mêlés durant tout le processus. Pour rappel, de jeunes pêcheurs de Kayar avaient saccagé et même incendié des biens appartenant aux pêcheurs saisonniers de Saint-Louis. Cher Anta, le secteur de la pêche touché en plein cœur par le drame de l'immigration meurtrière. L'entrepreneuriat, une alternative pour stopper les départs massifs des jeunes, c'est une proposition du réseau national des entreprises du Sénégal. Écoutons son secrétaire général, Pape Momar Gueye. On s'est dit, pour pouvoir véritablement aujourd'hui capter la jeunesse, il faudrait renforcer les réseaux de formation. Après leur avoir trouvé une formation adéquate, il faudra tout faire pour qu'ils puissent avoir une insertion au niveau véritablement du secteur qui les intéresse. Mais pour les insérer aussi, il faudrait d'abord penser à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une solution, parce que ça permet à tout un chacun véritablement de se frayer son propre chemin. C'est pourquoi nous acceptons vraiment de tout cœur l'appel du parrain en sponsorisant des jeunes. Je pense que ça, c'est une stratégie. Là, je pense qu'il a lancé aujourd'hui un grand concept qu'il faudrait que tous les entrepreneurs, au-delà même et en dehors du RENES, que tous les entrepreneurs s'approprient de cette stratégie, parce que véritablement ça permet à chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, il faudrait qu'on lui dise que monsieur le maire, monsieur le député maire, vous venez de lancer une grande idée, et vous saurez en fait d'ici quelques années que nous en sommes appropriés, et nous allons tout faire pour vulgariser cet appel-là, pour que tous les entrepreneurs puissent savoir qu'ils ont aussi un rôle à jouer. L'autre grand titre de cette édition, c'est la séance plénière consacrée à l'examen du budget 2024. Plus de 2900 kilomètres de routes construites de 2012 à nos jours. Annonce faite par le ministre des Transports terrestres et du désenclavement devant le Parlement aujourd'hui. Le budget du département s'élève à plus de 561 milliards de francs CFA. Voici Mansour Faye. Le transport de marchandises, c'est le TER qui prend à peu près, à l'heure où je parle, entre 75 000 et 80 000 passagers jour. Le BRT qui va démarrer son exploitation avec en pointe 300 000 personnes jour. Et le transport sera réorganisé autour de ces deux modes de transport. Et de même ce qu'on appelle l'intermodalité. Ça veut dire un ticket. Mais aussi à partir de 2024, avec l'acquisition de 400 bus électriques dans le cadre de la restructuration, Dakar Demdik qui est en cours effectivement d'acquisition de nouveaux bus qui seront disponibles globalement au courant de l'année prochaine. Actu aussi qui est en train d'acquérir à peu près 400 bus. L'architecture de la mobilité au niveau de Dakar sera réorganisée autour de TER et de BRT. Ce il faut maintenant au niveau du réseau ferroviaire. Et comme vous le savez, le corridor Dakar-Tambacounda est en cours de réalisation. 3 gares sont réhabilitées. Il y a la gare de Koungheul, la gare de Tambacounda et la gare de Kaffrine, dans un premier temps. Après, donc, toutes les gares traversées par ce corridor seront réhabilitées et donc ravalées pour permettre un petit peu une exploitation au niveau de ces gares. Parce que tout simplement, dans un premier temps, c'est le train marchandise qui démarre. Des pluies de milliards qui ne reflètent pas forcément la réalité. Le Forum civil regrette la communication, voire la duperie du gouvernement. Le Forum a organisé une session de renforcement des capacités des journalistes sur la mobilisation des ressources. Compte rendu, Fatou Bintou Conté, Mohamed Djeng. 7,3 milliards, c'est le budget annoncé par le ministère des Finances, des chiffres en porte-à-faux avec la réalité, d'où la mise en garde du coordonnateur du Forum civil sur la communication de ce ministère. La communication du ministre qui n'est pas du tout la réalité. Nous avons montré aux journalistes fondamentalement que les recettes qui sont prévues dans le budget tournent autour de 4 915 milliards répartis en recettes internes, mais également les recettes qui sont prévues dans les
les dons et autres, etc., mais également avec les comptes spéciaux du Trésor. Et fort de ce constat, nous voudrons lancer encore une fois un appel au ministère des Finances pour qu'il revoie sa communication autour de l'information qu'il donne au public. Selon Birahim Seck, dans le document du ministère des Finances ne figure nullement un budget de cette somme, ce qui peut induire en erreur la population. Quand on parle de budget, il y a le fondement juridique. C'est la loi de finances la loi organique qui est le fondement du budget. Et dans le budget, le projet de budget qu'ils ont publié, qu'ils ont même mis sur le site, nullement, de façon impérative, il est dit que le budget du Sénégal est à 7,3 milliards. Mais bien entendu, ils ont précisé dans leur document que les recettes que l'État du Sénégal compte recouvrer tournent autour de 4,915 milliards répartis en recettes internes, mais également recettes externes, surtout fondamentalement les comptes spéciaux du Trésor. Et nous invitons davantage au ministère des Finances à communiquer, donner la vérité au peuple sénégalais, mais de ne pas uniquement se limiter à des communications. Et pour mieux comprendre le budget du Sénégal, les journalistes ont suivi un renforcement de capacités ici par le Forum civil sur la mobilisation des ressources. De renforcer les capacités des journalistes sur la mobilisation des ressources et spécifiquement sur les recettes qui sont prévues dans la loi de finances de l'année 2024. Notre objectif, c'est d'avoir des journalistes qui sont des répondants face à l'autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, si on termine cette série de formations, je pense que nous aurons des journalistes quand même capables de tenir tête à ces ministres souvent qui donnent des informations qui ne sont pas exactes. L'objectif est qu'au terme de cette session de formation, les journalistes cessent d'être des caisses de résonance. Merci Fadmintou. Parlons agriculture. Les opérateurs privés stockeurs de la région de Louga réclament environ près de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Cette somme représente, selon eux, la facture des semences d'arachide fournies au gouvernement. Un retard de paiement qui inquiète beaucoup les opérateurs semenciers. Explication Tchernofal. Les opérateurs privés stockeurs de la région de Louga sont actuellement plongés dans une profonde inquiétude en raison du retard de paiement de 3 milliards de francs CFA que l'État sénégalais leur doit sur les semences de la saison agricole en cours. Il y a un non-paiement des factures parce que les facturations de 2020, 2021, 2022, 2023 n'ont pas encore été payées. Ça faisait 3 milliards au niveau régional. Cette situation préoccupe fortement ces acteurs du secteur agricole qui redoutent les conséquences néfastes sur leurs activités lors de la prochaine campagne de commercialisation d'arachide sur le point de démarrer. Par exemple, moi je donne un exemple. S'il me doit 20 millions, moi je dois commercialiser. Alors que ces 20 millions ne sont pas encore venus. Est-ce que moi je serai à mesure de régler le producteur? C'est ça le problème. Bon, nous demandons à l'État de faire tout pour régulariser les comptes de paiement, comme dit l'autre, au niveau national. À ce point, nous pourrons démarrer la campagne. Concernant le prix d'achat du kilogramme d'arachide qui sera bientôt fixé, les producteurs et opérateurs lougatois demandent à l'État de faire plus d'efforts. En tant que producteur, on aurait préféré vendre nos graines à plus de 400 francs parce que le producteur, pendant les semences, il achète le kilo d'arachide à 1200 francs. Donc à ce prix, s'il vendait ce prix à ces arachides à 275, il ne s'y retrouverait pas. C'est une perte pour lui. Les membres de la Fédération régionale des opérateurs privés stockeurs de Louga s'étaient réunis à la Chambre de commerce pour échanger sur les préparatifs de la campagne arachidière qui va bientôt démarrer. Le Sénégal a envoyé à Doha plus de 100 variétés horticoles dans le but de mieux vendre la destination Sénégal. À l'occasion, vous le savez, de l'exposition internationale horticole qui se tient à Doha. Selon la directrice de l'ACEPEX, le stand sénégalais est très visité. Voici Zahra Iancham. Convoyé au niveau du Qatar
plusieurs variétés, plusieurs espèces végétales, fruitières et forestières. Nous avons dénoté une centaine d'espèces contenues dans 7 tonnes de plantes. Je pense que c'était important, il fallait le faire. Et dans le cadre de l'aménagement, nous avons essayé de représenter les différentes zones écogéographiques du Sénégal, notamment la bande des Niayes qui fait une fierté. Sur ces 180 km, la bande des Niayes fait vivre tout le Sénégal. Donc nous avons pu matérialiser cela avec la dune, les dunes, la bande des Filao ainsi que les cuvettes maraîchères. Nous avons également montré notre ingéniosité. Tout autre chose, beaucoup d'enfants au Sénégal victimes de malnutrition, alors que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé pour permettre sa croissance et son développement. Des nutritionnistes et des acteurs communautaires se portent garant pour corriger ces manquements. Reportage Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Des conseils pratiques, des échanges sur l'alimentation et l'allaitement chez l'enfant, des spécialistes de la nutrition optent pour la sensibilisation, une manière de lutter efficacement contre la malnutrition de l'enfant. Comme l'évoque la Convention internationale, chaque enfant a droit à une bonne alimentation et un bon état de santé pour permettre sa croissance et son développement. Donc c'est pour ça qu'on organise une journée pour sensibiliser la population sur les conseils et éducation en allaitement et alimentation du jeune enfant. Depuis 2021, un projet de renforcement nutritionnel est lancé à Dakar et à Saint-Louis, mais dans certaines zones comme Yeumbeul, la situation est toujours précaire. Il y a une grande forte de taux de malnutrition, c'est pourquoi on a choisi ces zones. Non seulement ça, il y a aussi le manque d'expérience des mamans. Et aussi, c'est une zone où des fois pour avoir accès à l'information, c'est un peu difficile. Et aussi, il y a une forte prévalence de certaines maladies, comme par exemple la diarrhée qui peut causer une malnutrition. Une malnutrition parfois sévère chez l'enfant. Les acteurs communautaires s'engagent à corriger cette tendance. Chaque 15 jours, on va voir si l'enfant est amélioré ou pas. On conseille les mamans aussi de ce qu'elles vont donner leurs enfants pour être en bonne santé. Après cette journée de sensibilisation en alimentation chez l'enfant, d'autres activités sont prévues par ces associations de jeunes pour aider les populations les plus démunies. Merci Maïmouna. L'autre grand titre de cette édition, agression, vol à l'arraché. Les habitants de la zone de captage alertent sur l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale. Ils réclament plus de sécurité. Reportage Pape Faraning, Pape Sangonimba. La route principale qui traverse la zone de captage est devenue l'allée des agresseurs. Les cas d'agression n'y ont plus d'heure. Le matin comme le soir, ces malfaiteurs rôdent en scooter, armes à la main. Ce secteur est très dangereux. Personne n'ose plus téléphoner à côté de la route. Les agresseurs rôdent à bord des motos. Ils passent toutes les heures ici. Ce matin, quand je venais au boulot, des jeunes tentaient de me voler et par la grâce de Dieu, j'ai surpris le voleur. Surtout le matin et le soir aussi, à la descente. Nous assistons à beaucoup d'agressions ici. Des motos, des groupes, des gangs, comme ça. Les téléphones, les sacs à main, de sécurité. Surtout à cause du bassin là, il n'y a pas de sécurité. Ces scènes d'agression se passent sous les yeux de la population, impuissante face à des malfaiteurs armés de machettes. Les agresseurs sont armés. Avant-hier, 4 jeunes se sont réfugiés chez nous car les agresseurs avaient des machettes à la main. Partout dans le pays, il y a des agressions. Parce que les jeunes ne travaillent pas. C'est ce qui pousse ces jeunes à descendre dans les rues pour agresser. Les habitants de la zone de captage réclament plus de sécurité dans leur secteur.
Les forces de l'ordre ne font que dormir dans les camps. Il faut que les policiers et les gendarmes descendent sur le terrain pour sécuriser les personnes. Qu'ils nous viennent en aide, s'ils peuvent des rondes, aussi des gardiens, c'est mieux. Il faut renforcer la sécurité dans les quartiers, installer des commissariats à la zone de captage entre autres et faire des patrouilles. Les résidents ne dorment plus la nuit, une situation qui installe la peur au quotidien. Parlons littérature avec le concours de dictée pour tous, une initiative du ministère de la Culture à travers la bibliothèque du Centre culturel Blaise Senghor. 3 catégories étaient en lice, le cycle secondaire, le cycle moyen et l'autre public. Ce concours de dictée nommé Dictée pour tous édition 2023 vise à redonner à ses élèves et autres participants l'envie de la lecture et de l'écriture, le tout dans une ambiance conviviale. Voyons tout cela avec Iboutouf. La rescapée. Ils étaient plusieurs jeunes élèves et quelques adultes venus de différents établissements scolaires de Dakar pour prendre part à l'initiative Dictée pour tous, qui était une opportunité pour se challenger et évaluer leur niveau d'orthographe. Donc, parlant de bibliothèque régionale, écoutez, c'est de promouvoir un peu le livre et la lecture. Promouvoir les livres et la lecture, impérativement, il est toujours de loi de travailler à ce que les élèves qui viennent fréquenter la bibliothèque puissent être capacités. Capacité, les élèves, nous avons pensé que la dictée, pour tous, était un bon moyen aussi. Et nous voulons faire la promotion de nos écrivains sénégalais, la promotion de nos écrivains africains, la promotion de nos écrivains noirs. Ce concours de dictée dénommé Dictée pour tous a permis de réunir la famille éducative pour un moment ludique et une opportunité pour se perfectionner. On se retrouve que c'est l'essentiel des dames et filles qui ont tout raflé. Aucun homme n'est monté sur le podium. Moi, je pense que aussi ça nécessiterait certainement un panel, une discussion, que les gens aussi essaient de diagnostiquer, parce que la bibliothèque est là pour tout le monde. La dictée est un calvaire pour certains et source de distraction pour les autres. Toutefois, cet exercice reste un formidable outil d'apprentissage, surtout pour les plus jeunes. Je suis très heureuse d'avoir remporté le premier prix. C'était un peu difficile. J'ai hésité sur certains mots, sur les accents en fait. J'étais assez sûre de moi, mais pas complètement. Nous avons été d'une sévérité extrême. Nous devons le reconnaître. Et lorsque les candidats avaient le même nombre de fautes, une petite différenciation devait être faite. La faute d'accentuation ou de ponctuation devenait un critère plus fort. Je trouve qu'il est bien, même s'il n'a pas été facile pour certains, mais je trouve que c'est un bon concept. Il faut lire. Ce que je pourrais leur dire, c'est de lire et d'écrire s'ils peuvent, parce que moi je le fais et ça m'aide beaucoup. Ce concours de dictée dénommé Dictée pour tous édition 2023 vise à redonner à ses élèves des cycles moyens et secondaires l'envie de la lecture et de l'écriture, le tout dans une ambiance conviviale. Zéro faute Ibou, merci beaucoup. Dans l'actualité sportive, le Sénégal tenu en échec à Lemay, 0 but partout entre les Lions et les Éperviers du Togo. Le Sénégal donc tenu en échec, mais reste leader de son groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour le sélectionneur Aliou Cissé, les Lions ont manqué de fraîcheur. Compte rendu du match, cher Saïd Boudjara. Le Sénégal s'en sort bien face au Togo. Les Lions repartent du stade Kégué de Lomé avec un partage des points, un nul blanc en dépit des occasions franches de part et d'autre. Je pense que dans l'entrejeu, effectivement, on a été un petit peu basculé en première période. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on a su le gérer, rectifier en deuxième période. Il y avait trop d'espace entre nous, entre notre défense et notre milieu, et entre notre milieu et notre attaque. En deuxième période, on a été beaucoup plus compact. Ils ont tout donné. Dans des périodes où il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent dans leur club, arriver aujourd'hui avec cette chaleur et puis un match à l'extérieur, un stade bien rempli, pratiquement 90% du stade qui était contre nous, dans un contexte très difficile, sortir ici et partir avec un point,
Écoutez, on ne peut pas dire qu'ils ont économisé. Je crois que c'est une place difficile, on le sait. J'en ai parlé hier en conférence de presse. Je ne crois pas que beaucoup d'équipes gagneront ici. La preuve, ça fait 2 ans que cette équipe togolaise ne perd pas à domicile. Ce n'est rien du tout. Poussés dans leur dernier retranchement, les Lions, pas très en jambes à Lomé, sont loin de regretter ce résultat. C'est un poids à l'extérieur, c'est ce qu'il faut retenir. On est dans un championnat et c'était important de gagner chez nous. On l'a fait, on a empoché les 3 points. Les Lionceaux sont prêts à bouffer du coq demain. Le Sénégal, vous le savez, affronte la France en 8e de finale de la Coupe du Monde U17. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia se dit confiant. On est au beau fixe, je pense que les garçons sont conscients de l'enjeu du match. Sans qu'ils prennent pression, parce que je pense que dans ce genre de match, il faut sous-estimer un peu la pression. Après, il faut être très déterminé, très concentré, parce que par la suite, il y a une qualification quart de finale, donc ce serait important qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que sur cet aspect, ils sont prêts à livrer le match qu'il faut, ils sont prêts à s'en découvrir avec la France, qui reste une très belle équipe, avec des stats impressionnants, avec une série de matchs d'invisibilité, mais encore une fois, on a des jeux d'aller plus loin, ça veut dire que ce soit qu'on se passe champ de pelouse, que ça pleut, qu'il y ait du soleil. Nous, notre problème, c'est de se concentrer un peu sur ce qu'on va faire dans le terrain. Et je pense que ça doit passer par un état d'esprit conquérant, un état d'esprit où il va falloir chercher la France dans ses derniers retranchements pour passer ce cap. Ouais, on les a dit, je pense que c'est le moment pour eux d'écrire l'histoire. Leurs années, ils s'étaient arrêtés en 8e de finale, nous on doit passer plus. Il faudra être très concentré, très déterminé. Il faudra être aussi très sérieux, que ça soit efficace sur les 2 surfaces, parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui n'encaisse pas. Je pense que nous, on a mis en place une stratégie qu'on garde pour les jeux, pour arriver, pour les mettre ce but encore une fois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.